Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est autre que l'update de janvier. Je suis trop contente de vous le tourner parce que le mois de janvier a été un excellent mois de lecture. Donc j'ai énormément de livres assez extraordinaires à vous présenter. Comme d'habitude pour les updates, du coup je vais vous parler des livres que j'ai lus en janvier, des films, séries que j'ai pu voir en janvier, mais également des jeux auxquels j'ai joué en ce mois de janvier. On va commencer de ce pas, ne perdons pas de temps. Tout d'abord, au mois de janvier, j'ai lu Vertèbre de Morgane Cossarieux. J'ai enfin pu le découvrir, j'ai mis 5 étoiles sur 5 à ce roman. Donc un coup de cœur, une réussite absolue, c'était extraordinaire, j'ai absolument adoré. Dans ce roman, on suit Jonathan. Alors Jonathan, il se fait enlever. Quand il revient, il est maigre comme un clou et il a une vertèbre supplémentaire qui a fait son apparition dans son dos. Une métamorphose va alors commencer. Ici, on est donc, vous l'avez compris, dans un roman de loup-garou et j'ai absolument adoré, c'était hyper addictif. Je l'ai lu en quelques heures seulement parce qu'en fait je pouvais pas lâcher le livre, je pouvais pas lâcher le bouquin. Il y a une vibe nostalgique des années 90 dans ce roman et j'ai apprécié le fait qu'on profite de cette thématique du loup-garou pour aborder des thématiques très importantes comme les stéréotypes de genre, la transidentité, la puberté ou encore les relations familiales toxiques. C'était plutôt bien écrit. C'était atmosphérique, c'est queer, et t'es plongé dans une ambiance très film d'horreur de l'époque, donc c'est très cool. Je tournais les pages inlassablement, t'es pris dans le flot de l'histoire avec une structure qui va osciller entre la mère de Jonathan et le journal intime de Sacha, et ça fonctionne très très bien. Vraiment une excellente lecture, mais on est dans de l'horreur, hein, donc évidemment, comme à chaque fois sur la chaîne, je vous le dis quand même, à savoir, il y a des scènes assez difficiles, forcément. Des livres de loup-garou vraiment chouettes, c'est pas forcément facile à trouver. Donc si vous en cherchez un, allez-y. Moi je suis très contente en tout cas d'avoir découvert cela. Également au mois de janvier, j'ai lu Return to the Black Farm de Elias Weatherow, donc la suite de The Black Farm dont je vous ai souvent parlé sur la chaîne. 4 étoiles et demie sur 5, là aussi donc une réussite, hein, il y en a beaucoup en janvier, vous allez le voir. On est dans le deuxième tome de The Black Farm et donc Nick va retourner dans cet endroit terrifiant qui est le lieu créé par Dieu et Satan dans lequel atterrissent les personnes qui ont mis fin à leur jour. Objectivement, c'est moins bien que le premier tome sur certains points, mais la qualité est encore incroyable. Le lore développé est vraiment très bien exécuté et visuellement passionnant. Il y a vraiment tout un univers dont on découvre les codes petit à petit. L'histoire est cauchemardesque, c'est toujours aussi sanglant et glauque. Âme sensible s'abstenir donc. Parce que vraiment, là, il n'y a aucun espoir dans cet univers. Et la fin m'a percuté de plein fouet. Les créatures sont terrifiantes, originales. Qui plus est, c'est vraiment un page-turner. T'es à fond dedans et tu veux savoir ce qui va se passer parce que c'est hyper haletant. C'est vraiment une saga d'horreur assez marquante, en somme, et que je vous conseille si vous lisez un petit peu en anglais. J'ai lu par la suite Cérémonie d'orage de Julia Armfield. J'ai mis 4 étoiles sur 5 à ce roman. C'est un roman que j'avais reçu en SP par l'intermédiaire de NetGalley. Dans ce roman, on suit 3 sœurs dont le père est décédé. Et elles se retrouvent à cette occasion, revivent émotionnellement donc leur histoire familiale. En même temps, le monde est saisi par une sorte d'apocalypse avec une pluie incessante qui met en péril le monde. Et j'ai passé un bon moment dans cette lecture. Après Her Wives Under the Sea de Julia Armfield, que j'avais bien aimé, j'avais hâte de lire celui-ci. Et je suis très heureuse que Julia Armfield commence à être traduit. Du coup, avec celui-ci, c'est une très bonne nouvelle, je trouve. Je me suis laissée emporter par l'écriture, j'ai beaucoup apprécié les personnages. Les thématiques abordées sont cool. C'est pas un coup de cœur, parce que j'ai pu trouver à certains moments le roman assez long. Il m'a été difficile de l'enchaîner rapidement, si vous voulez. Qui plus est, il faut le savoir, on est dans un roman très atmosphérique, assez lent. Donc ne vous attendez pas à de l'horreur qui pète dans tous les sens. Mais j'ai tout de même trouvé cette lecture très intéressante et j'ai quand même passé un bon moment. Contente d'avoir découvert cela donc. En janvier, j'ai lu également le livre de la sage-femme sans nom de Meg Ellison. J'ai mis 4 étoiles sur 5 à ce roman. Dans ce roman, on est dans un livre de post-apo où une épidémie touche la population mondiale, tuant quasiment tout le monde mais plus les femmes et les enfants dont elles accouchent. Dans cette réalité donc, rares sont les femmes ayant survécu et des clans d'hommes sont ultra violents envers les seuls qui restent. Notre personnage principal est une infirmière qui se réveille dans ce monde désolé et va alors se faire passer pour un homme et porter des faux noms afin d'assurer sa propre survie. Et alors que le post-apo c'est pas vraiment mon truc, vous le savez, et que quand bien même ici le schéma narratif présenté est assez fréquent dans le sous-genre, j'ai quand même apprécié ma lecture. C'était entraînant, là aussi c'est queer et la réflexion qui est développée est très intéressante. Évidemment, il y a des moments très difficiles à lire, faut s'y préparer avant de se lancer. J'ai aimé le fait que le texte soit mélangé à des morceaux de journal intime, ça rajoutait en dynamisme. Et c'était donc une très bonne lecture, un bon roman de post-apo à mon sens quoi. Alors là,
c'est le coup de cœur absolu. J'ai lu un roman que j'ai adoré du plus profond de mon être. Vous voyez, je l'ai aimé, je l'ai adoré. C'est Monstrilio de Gerardo Samano Cordova. 5 étoiles sur 5 donc, et je ne m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire que je m'y suis lancée en me disant allez, la couverture est cool. Oui, j'avoue, c'est totalement superficiel, mais je me suis dit la couverture est cool, je m'y lance, j'y vais, et je ne savais pas à quoi m'attendre. Et quel coup de cœur, mais c'était incroyable cette lecture. J'espère que ça va être traduit en français parce que ça le mérite, je trouve. Dans ce roman, de quoi on parle du coup? On suit une mère dont le fils meurt, et elle décide, pour garder quelque chose de lui, de récupérer un bout de son seul poumon symbolique. Et évidemment, tout ne se passe pas comme prévu avec ce bout de poumon. Ça semble évident. Et j'ai absolument adoré ce roman donc. À chaque seconde. J'avais envie de pleurer à la fin, mais de toutes les larmes de mon corps. C'était ultra touchant, hyper bien écrit. L'histoire est super originale. On est dans une histoire d'horreur profonde, étrange, unique, queer de monstres, de deuil, d'horreur, de sacrifice et d'amour inconditionnel. On suit ce récit au travers de plusieurs perspectives, de plusieurs voix. Au début, j'ai pensé à un mélange entre Cimetière et Frankenstein, même si au final, tu te rends compte que c'est assez différent, c'est même très différent. Je me suis laissée complètement porter par ce livre, qui m'a vraiment marqué de plus en plus au fur et à mesure que je le lisais. Je me laissais complètement embarquer par ma lecture. Bref, incroyable, incroyable. J'ai ensuite lu La Maison du Diable de John Darnielle. Ça a été une moins bonne réussite. J'ai mis 2 étoiles et demie sur 5 à cette lecture. On est avec Gage. Gage, c'est un auteur true crime et il s'installe dans la maison d'un drame pour écrire son nouveau livre de true crime. C'est ça l'histoire. Et je suis passée à côté de ce livre. En fait, je pense que le problème, c'est que je me suis lancée dedans en m'attendant à un récit d'horreur. Au vu de la couverture, au vu du résumé, vraiment, je m'attendais à quelque chose de très particulier. Je m'attendais à une ambiance un petit peu Amityville, vous voyez, ce genre d'horreur-là. Mais en réalité, c'est pas de l'horreur. C'est pas de l'horreur ce livre. C'est surtout un roman à propos du fait d'écrire du true crime et de tout le processus. Et on alterne plusieurs trames narratives alors que je pensais juste suivre la principale. Et j'étais un peu confuse à la lecture. Je comprenais pas toujours où on allait, ce qui se passait, etc. C'était assez flou. J'ai mis 2,5 parce que je pense que c'est une lecture qui peut plaire si on sait dans quoi on s'embarque. Et si c'est votre truc aussi. Mais moi, ça l'a pas vraiment fait. Dommage, parce que j'avais de bonnes attentes concernant ce livre. Et pour le coup, ça l'a pas fait. C'est pas grave. Autre lecture, j'ai lu Mystique de Peter Forshaw. J'ai mis 5 étoiles sur 5 à ce livre, qui là, vous l'avez compris, est plutôt un beau livre, en l'occurrence. On est dans une histoire de la magie, la divination et l'occulte. J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai appris énormément de choses, d'autant que c'est hyper dense. Il y a beaucoup de textes avec des images qui appuient celui-ci. On trouve des sujets développés comme l'occultisme, l'astrologie, l'alchimie, la cabale, la magie naturelle, astrale, rituel, le tarot, le New Age et l'occulture. Les sujets sont divers et variés, vous l'avez compris, et j'ai bien aimé la structure par partie et le fait que parfois, une œuvre était utilisée pour expliquer et développer un concept. J'ai trouvé l'ouvrage super, donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais vraiment, c'est très dense. Il y a énormément de textes, énormément d'images. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. J'ai lu ensuite un manga. J'ai lu Le cadavre vivant de Hideshi Ino. Hideshi Ino, il fallait que je continue la lecture des œuvres du coup de ce mangaka, puisque c'est un mangaka classique de l'horreur, classique du manga d'horreur. Donc c'était important pour moi de continuer ma découverte. J'ai mis 5 étoiles sur 5 à ce manga. Vous avez compris, du coup en janvier il y a vraiment beaucoup de réussite en termes de lecture. On est avec un homme qui se décompose sans comprendre pourquoi. Une aide médicale est alors développée pour l'aider, parce qu'évidemment, vous vous en doutez, c'est un petit peu bizarre quand même de se décomposer comme ça du jour au lendemain. Et j'ai beaucoup aimé ce manga. C'est le 4e que je lis de Hideshi Ino, qui, comme je vous l'ai dit, donc, est considéré comme l'un des pionniers du manga d'horreur. Et je dirais que c'est celui-ci que j'ai préféré parce que il est très touchant, assez triste. On y traite de deuil, notamment. Les dessins sont très spécifiques au mangaka. On aime ou on n'aime pas, je vais vous montrer. Personnellement, je trouve que ça participe à la patte très weird, très bizarre de son œuvre. Parce que c'est toujours très bizarre narrativement, Hideshi Ino. C'est toujours très étrange. Et j'ai bien apprécié l'histoire, que j'ai trouvé bien développée. Je vous montre donc les dessins. C'est très particulier, Hideshi Ino. Soit on aime, soit on n'aime pas. En termes de dessin, c'est très très spécial.
mais j'ai passé un bon moment dans ce manga donc. J'ai lu ensuite Tu aurais dû t'en aller de Daniel Kellman. J'ai appris grâce à Cornelius que ce livre avait été traduit en français, chose que je ne savais pas, je pensais que j'allais devoir le lire en anglais. Donc évidemment, je me suis jetée dessus et en plus la vie de Cornelius donnait très envie. Sur ce bouquin, vraiment très envie. J'ai mis 4 étoiles sur 5, donc une réussite également. Dans ce livre qui est très court, une centaine de pages, on suit des parents avec leur fille. Ils louent une maison pour le père qui écrit et tout ne va pas se dérouler comme prévu. J'ai bien aimé ce roman, c'était à la fois creepy, atmosphérique, on t'embarque dans une ambiance très morose et triste. C'est un roman à la rêve fiévreux, un peu, ce type de roman-là, vous voyez, très particulier. Un roman psychologique raconté sous le prisme d'une maison étrange et flippante. J'ai pensé à La Maison des Feuilles durant ma lecture, bien que ce soit tout à fait différent, mais il y a une vibe dans le roman, si vous le lisez vous allez comprendre. Une lecture très intéressante donc, pas un coup de cœur mais très intéressant. J'ai lu ensuite Décapité de Junji Ito, le dernier Junji Ito, 5 étoiles sur 5, évidemment ce n'est pas une surprise concernant Junji Ito. Qu'est-ce qu'on trouve ici ? Eh bien, c'est un recueil d'histoires d'horreur courtes de Junji Ito, avec des histoires sur des sujets comme du fil, un vinyle, un hypnotiseur, des fantômes, un cirque, des guêpes, des plans, des sculptures, une épidémie, des trous, un épouvantail ou encore un décès tragique. Beaucoup de choses. Ou en somme, beaucoup de choses. J'ai absolument adoré cette lecture, comme vous vous en doutez, comme à chaque fois avec le mangaka. Je connaissais 4 histoires sur les 12 qu'on trouve dans le recueil, donc j'ai quand même fait de belles découvertes. Chaque histoire était hyper originale, j'ai adoré les dessins qui sont assez extraordinaires. On se plonge dans une horreur unique et fascinante, comme à chaque fois. L'histoire avec les sculptures m'a fait énormément penser à Silent Hill. C'était super, un vrai plaisir de lecture. Je vous montre là aussi très rapidement les dessins qui sont vraiment superbes, comme à chaque fois. J'ai lu ensuite Cabinet de curiosités, insolite, médical et macabre de Juliette Caz. Ici, donc 5 étoiles sur 5 également. On est ici dans un livre sur les cabinets de curiosité ou plutôt dans un livre où on se balade dans un immense cabinet de curiosité. Et j'ai adoré cet ouvrage, je l'ai trouvé fascinant, j'ai appris énormément de choses sur le sujet. Il est découpé en 5 parties, les curiosités médicales, muséales, du corps, funéraires et médicinales. Les textes et les visuels sont vraiment passionnants et d'ailleurs, on ressent vraiment la passion, je trouve, dans ce livre, au travers du texte et ça se transmet bien, ça se transmet parfaitement. Si comme moi vous aimez les livres sur des sujets un peu étranges et si vous voulez en savoir plus sur cette thématique précise, je vous invite à découvrir cette lecture, c'était super intéressant. Je vous montre là aussi un petit peu l'intérieur pour que vous puissiez voir comment c'est constitué. C'était franchement une lecture assez passionnante où j'ai découvert plein de choses. J'ai lu ensuite Strange Pictures de Uketsu. Vous le saviez, j'avais hâte de découvrir cette lecture et ça a été plutôt une réussite parce que j'ai mis 4 étoiles sur 5 à ce thriller. Ici, dans ce roman, on est avec 2 amis qui font partie d'un cercle intéressé par l'étrange et le surnaturel. Au travers de plusieurs histoires qui forment une sorte de puzzle, on va comprendre petit à petit ce qui nous est présenté. On a ici l'analyse d'un dessin d'enfant, le récit étrange d'un futur père, une femme suivie, ou encore un corps retrouvé en haut d'un mont. On est dans un roman mixte média, comme je les aime, puisqu'on trouve dans ce livre des dessins, ou encore des textes de blog. Et j'ai trouvé ça hyper efficace. C'est comme lire une longue creepypasta. C'est pas parfait. Il y a des moments que j'ai pu trouver un peu gros, mais j'étais plongée dedans et je tournais les pages sans m'arrêter parce que je voulais savoir la suite. C'est vraiment un page turner, je l'ai lu d'une traite et j'aime bien les histoires d'horreur qui tentent d'être originales. Ça, c'est un truc que je trouve super. Je vais vous montrer vite fait, mais vous voyez, il y a des petits schémas au fur et à mesure de la lecture. Donc je vous montre vite fait. Des petits dessins et tout. Et c'est un roman mix média que j'ai trouvé très intéressant. J'ai lu ensuite Smile 2 de Hattori Mitei, 5 étoiles sur 5 ici. Dans ce deuxième tome, du coup, on suit toujours ce journaliste à la recherche de sa femme dans cette secte terrifiante. J'ai adoré le tome 2, on en apprend plus sur le personnage principal, mais aussi sur cette affaire. Les dessins sont hyper cool, c'est haletant, creepy, hyper dynamique, et j'ai donc hâte de connaître la suite. Franchement, pour l'instant, ce manga, c'est vraiment une réussite. Je vous montre vite fait les dessins. Vraiment, les dessins sont hallucinants et très très cool. Un manga dans lequel je passe un très bon moment pour l'instant, donc hâte de découvrir la suite. Un coup de cœur là ensuite, un autre coup de cœur que j'ai adoré vraiment. J'ai absolument adoré ce livre.
Une pépite. Une pépite, c'est un 5 sur 5, hein, vous l'avez compris. Les Indignes de Agustina Basterica. Oh là là, j'ai adoré ce livre. Ce livre est incroyable. Ici, on est dans un monde dystopique où celles qu'on nomme les Indignes vivent sous la menace de leur sœur supérieure et espèrent rejoindre les Illuminés sans savoir ce que ce nouveau rang va leur apporter. Les choses vont évoluer lorsqu'arrive une nouvelle qui s'appelle Lucia. Et j'ai absolument adoré ce livre. J'ai pensé à la Savante Écarlate sur certains points, mais je pense que lorsqu'on voit la couverture, on y pense inexorablement. Cette histoire m'a complètement transportée. J'étais hyper attachée au personnage, que ce soit la personnage principale qui nous conte son récit ou Lucia. J'ai adoré l'histoire d'amour qui est dépeinte dans ce récit entre deux femmes. C'était magnifique. J'ai trouvé cette histoire d'amour très très belle. Attention, là je vous préviens, ce récit n'est pas pour les âmes sensibles. Comme Agustina Basterica, déjà dans Cadavre exquis, c'était quelque chose, et bien là c'est toujours quelque chose, je vous le dis. Là encore on ne fait pas dans la dentelle, avec des scènes très très dures, des thématiques très difficiles, et qui plus est, on est dans un univers où il y a vraiment très très peu de lumière, très très peu d'espoir. Je ne sais pas si je peux le conseiller à tout le monde, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes l'ayant lu, qui reprochent à ce livre le fait qu'il n'y ait pas assez d'explications données sur le contexte, l'univers et tout. Mais moi, ça m'a pas dérangé parce que j'ai trouvé ça suffisamment clair. C'est pas quelque chose qui m'a gêné. En tout cas, me concernant, moi, j'ai adoré ce roman. C'est un énorme coup de cœur. J'ai lu ensuite Psych Ward Blues de Judith Sonnet. Alors, ici, 4 étoiles et demie sur 5. On est dans un recueil de nouvelles. On peut retrouver du coup un Sasquatch, une soirée, une invocation, un séjour chez les grands-parents bien flippant, un burger terrifiant, une femme victime de harcèlement en ligne, un homme étrange dans un dîner ou encore un institut psychiatrique. Ça, c'est la variété un peu des histoires qui nous sont présentées. Le titre du bouquin, c'est le titre de la nouvelle la plus longue du recueil. Et j'ai vraiment passé un bon moment dans ce recueil de nouvelles. Et pour une fois, j'ai trouvé que toutes les nouvelles étaient très bonnes. Aucune ne m'a ennuyée. Je les ai toutes trouvées intéressantes, divertissantes. On y traite qui plus est de thématiques difficiles comme l'homophobie, le sexisme, la transphobie, les traumas ou encore la santé mentale. J'ai apprécié le fait qu'au-delà d'être des histoires terrifiantes, celles-ci comportent vraiment de la profondeur. Et vraiment, il y a des histoires qui font froid dans le dos. J'ai apprécié l'originalité du recueil, c'était chouette, c'était une bonne lecture. J'ai lu ensuite Carcoma de Leila Martinez. Alors celui-ci, j'en entendais parler sur la sphère du booktube anglophone, mais je ne savais pas qu'il était traduit en français. 3 étoiles sur 5, ici, donc pas une réussite totale. On est dans un village d'Espagne avec une jeune femme et sa grand-mère. Dans cette maison règnent les ombres et les saints. Et j'ai trouvé le propos intéressant, puisqu'on est plongé dans un contexte en alternant entre plusieurs voix. On y traite de passé familial, de classe sociale ou encore d'oppression masculine. J'ai donc trouvé ce roman très intéressant sur de nombreux points, mais néanmoins, je suis pas convaincue à 100% par ce livre, parce que j'ai pas accroché à l'écriture ici. J'ai pas accroché à l'écriture, et je dois l'admettre, j'aurais voulu quelque chose de plus frontal, parce que malgré sa courte durée, je trouvais le rythme parfois longué. Comme vous le savez, les histoires de maisons hantées, c'est pas forcément ce que je préfère, donc ça a peut-être joué. Néanmoins, je sais pas, il y avait une certaine distance, j'avais une certaine distance avec le récit, qui faisait que j'arrivais pas à rentrer dedans, au vu de l'écriture. Une bonne lecture dans l'ensemble, donc, que j'ai quand même trouvé intéressante, mais c'est pas un coup de cœur, quoi. Je suis pas convaincue à 100% par cette lecture. J'ai lu ensuite Ce que nous avons perdu dans le feu, de Lucanine et Mariana Enriquez. Puisque ici, on est dans une adaptation BD de 4 histoires du recueil portant le même titre de Mariana Enriquez. On y trouve un enfant décapité, un enfant tueur, des voisins inquiétants et une noyade. J'ai apprécié ma lecture, même si je suis pas convaincue à 100% là aussi. Je suis pas convaincue à 100%. On est, comme pour le recueil initial, plongé dans le contexte de l'Argentine, et l'ambiance y est très sombre. Mais j'ai trouvé ça parfois trop court, et les dessins sont très particuliers. On aime ou on n'aime pas. Dans certaines histoires, je trouvais que ça fonctionnait, et dans d'autres, j'ai trouvé que ça fonctionnait moins. C'est pas mauvais, mais c'est pas un coup de cœur donc. Je vous montre très rapidement les dessins. Peut-être que vous, ça va vous donner envie. Je vous conseille de vous faire votre propre avis, mais c'est vrai que moi, je suis pas convaincue à 200% par cette adaptation BD. C'était pas mauvais, mais c'est pas un coup de cœur me concernant. J'ai relu ensuite PTSD Radio, tome 2 de Masaki Nakayama. PTSD Radio,
J'adore. C'est un de mes mangas préférés, vous le savez. Évidemment, j'ai mis 5 étoiles sur 5 pour cette relecture puisque j'ai autant aimé que la première fois. La première fois, je l'avais lu en anglais. Là, j'ai pu redécouvrir cela en français. C'est un plaisir que ce soit traduit, mais quel bonheur. Toujours aussi unique, flippant, étrange. La structure du récit et la narration sont hyper originales. Les dessins te glacent le sang. Dans ce tome 2, on en sait un peu plus sur ce qui se trame, bien que tout ne soit pas dévoilé non plus, puisqu'il y a toujours une question d'incompréhension dans cette horreur-ci. Ça donne envie de lire les chapitres dans l'ordre des fréquences, afin de voir si cela donne quelque chose de différent à la lecture. C'est un régal, ce manga. C'est un régal, parce qu'en fait, vous voyez, les chapitres, je vous montre un peu, sont découpés en fréquences. Et donc, ça me donne envie de tout relire en suivant l'ordre des fréquences, pour voir si ça change quelque chose à la lecture. C'était absolument extraordinaire. Je vous conseille encore une fois de plus, sur les 1000 fois où je l'ai fait, PTSD Radio. C'est super. Si vous aimez comme moi l'horreur très chelou, attention, parce que si vous n'êtes pas horreur chelou, vous allez juste vous dire que c'est super bizarre et pas tellement capter le délire, mais moi j'adore. J'ai lu Onimbo de Hideshi Ino pour continuer dans ma lancée de la découverte des mangas de Hideshi Ino. 3 étoiles et demie sur 5 ici, donc moins convaincu que pour le cadavre vivant. Dans ce manga, on suit Onimbo. Onimbo, c'est un yokai malicieux qui se nourrit de vers infernaux dans le cœur des humains. Et au travers de plusieurs épisodes, tu suis des histoires qui suivent le même schéma, où ce yokai récupère les vers infernaux d'êtres humains. C'était sympa à lire, pas extraordinaire mais sympatoche, il y a des dessins très très cool également. Comme tous les Ino, c'est assez particulier, mais ça s'est lu assez bien. C'est pas inoubliable, mais c'était efficace. Donc c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur. Je vous montre vite fait les dessins. C'est vraiment, ouais, c'est un schéma narratif qui se répète où t'as ce petit yokai. J'ai lu ensuite De son sang de Capucine Delattre. Je vous l'avais présenté dans les sorties que j'attendais. C'est un roman que j'avais très hâte de lire. Et ici, c'est un 4 étoiles et demie sur 5, donc une très très bonne lecture finalement. On suit dans ce roman Sabine. Sabine, c'est une mère divorcée qui, malgré tous ses efforts, ne parvient pas à tisser de lien avec son fils. Elle ne l'aime pas. C'est un roman que j'ai trouvé hyper intéressant, très réaliste. On perçoit le jugement de la part des autres vis-à-vis de cette femme qui, comme elle se sent à la marge, se sent comme monstrueuse. On y voit le poids des injonctions de la mère dans notre société, jusqu'à la fin, qui est assez ouf. C'est un roman qui est à la fois drôle, dérangeant, et pousse à la réflexion avec un personnage principal qui est totalement gris. Vraiment imparfait as fuck. Et c'était encore très bien écrit, comme pour le premier roman que j'avais lu de Capucine Delattre. J'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est un Uninge Woman Book. J'ai lu ensuite Creepypasta Backrooms de Maxime Mirabel. J'ai mis 4 étoiles sur 5 à cette lecture. On est dans un roman jeunesse, young adulte, où on suit un groupe de potes qui se retrouvent dans les backrooms après une bataille d'eau dans un parc. Et chaque chapitre suit l'expérience de chaque personnage dans cet étrange endroit. Ça se base donc sur la creepypasta des backrooms. Si vous connaissez pas trop, je vous invite à vous renseigner avant de le lire, forcément. J'ai apprécié cette lecture, c'était cool. Dynamique, rapide, court, haletant et assez efficace. La narration est claire et logique. Et c'est cool de voir une représentation de personnages non binaires. Étant assez fascinée par la creepypasta de base, j'arrivais parfaitement à voir toutes les références qui nous étaient présentées dans le texte. C'était une chouette lecture, donc. J'ai lu ensuite un manga dont j'ai arrêté la lecture. Enfin, j'ai abandonné la lecture. J'ai dit tant pis, c'est pas grave. J'irai pas jusqu'au bout. J'ai lu les 3 premiers tomes de Starving Anonymous. Donc le 1, le 2 et le 3. De Yu Kuraishi et Kazu Inabe. J'ai mis 3 étoiles sur 5. Dans ce manga, qu'est-ce que l'on suit ? Eh bien, on suit un personnage qui se réveille dans une sorte d'élevage d'humains qui sont gavés d'un liquide les empêchant de réfléchir afin de servir de nourriture à d'ignobles créatures. On suit l'épopée de notre personnage avec d'autres persos pour s'en sortir. Et je suis pas hyper convaincue par ce manga. C'est creepy par moments, carrément glauque, c'est dégueulasse. Mais plus les tomes avançaient, et plus j'étais confuse. C'est absolument what the fuck. J'essayais de trouver du sens à certains moments, mais non, ça le faisait pas. Les dessins sont sympas sans plus. J'appréciais que ceux des créatures, pour ainsi dire. C'était pas des dessins extraordinaires. Hélas, il y a 7 tomes, mais je pense que je vais arrêter là ma lecture, parce que peut-être que j'aurais trouvé du sens par la suite. C'est possible. Mais au bout de 3 tomes, si je trouve toujours pas de sens à ce que je lis,
Et si je suis pas investie et si les dessins me plaisent pas, bon bah ça sert à rien de continuer pour un manga, donc j'ai préféré cesser. Ensuite, une courte nouvelle, très très courte nouvelle, qui s'appelle There's Something Terribly Wrong with My Son, de Christopher Maxime. 4 étoiles sur 5 ici. On est avec un père qui est persuadé qu'un truc cloche chez son fils, et il veut savoir quoi. C'est une nouvelle de 50 pages, donc très courte comme je vous le disais. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire, ça se lit comme une creepypasta. J'ai apprécié également le côté complètement inattendu. Je me suis laissée embarquer sans savoir où j'allais. C'était à la fois inquiétant et poétique. Pas un coup de cœur parce que ça part clairement dans tous les sens. Je m'attendais pas à ce que ça parte dans autant de directions différentes. Mais c'était quand même très cool à lire. J'ai lu ensuite The Hollow Places de T. Kingfisher. J'ai mis 2 étoiles sur 5 à cette lecture et je suis dégoûtée. On suit Kara. Kara, elle est récemment divorcée. Elle va retourner chez son oncle Earl qui a un musée de curiosités. Elle se lie d'amitié avec Simon le barista, et après la découverte d'un trou, ils vont accéder à un portail vers un autre monde. J'avais trop envie d'aimer ce roman. On me le décrivait en mode ça ressemble à Silent Hill, etc. J'ai pas pu le terminer, je l'ai pas fini. C'est un roman que j'ai abandonné en cours de lecture. Je trouvais les idées super bonnes, le concept était trop cool, mais je me suis ennuyée à mourir. Et les persos, je m'attachais pas à eux, quoi. Ils faisaient des blagues un peu débiles à des moments où justement la tension narrative aurait pu être présente. Enfin, je me suis pas attachée à eux. Je suis allée jusqu'à 50% du roman pour persister parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais vraiment envie d'aimer ce que je lisais. Mais j'ai fini par abandonner parce que j'ai pas accroché. Je suis dégoûtée. Je sais qu'il y a un nombre incalculable de personnes qui adorent ce roman. Donc je suis un peu alone là sur ce coup-là, je suis un peu seule et faites votre propre avis. Pour la dernière lecture du coup de ce mois de janvier, j'ai lu une lecture que j'ai absolument adorée, c'était celui-là de Toni Morrison. J'ai mis 5 étoiles sur 5 à cette lecture. À chaque fois que je lis un roman de Toni Morrison, c'est une bonne surprise. Franchement là, c'est le deuxième que je lis. J'ai bon espoir pour les autres parce que c'est toujours des coups de cœur. L'œil le plus bleu, c'était un coup de cœur. Celui-là, j'ai adoré. On suit l'histoire de Nell et Sula, 2 jeunes filles noires dans un village de l'Ohio. On les suit de l'enfance à l'âge adulte. Le récit se situe entre 1919 et 1965. Et on est confronté à des thématiques comme le racisme, la ségrégation, le sexisme, l'amitié, le deuil et bien d'autres. J'ai absolument adoré ce court roman qui, là encore, comme pour L'œil le plus bleu que j'avais lu de Toni Morrison, est court mais hyper dense et m'a touchée en plein cœur. Il y a des moments à la lecture où j'ai eu les larmes aux yeux. L'écriture de Morrison est absolument sublime avec des phrases qui résonnent fort et elle a un talent assez extraordinaire, je trouve, pour décrire les personnages, les construire. Je me suis attachée à chacun d'entre eux, même les personnages les plus imparfaits. T'as envie de connaître leur sort. C'est un roman qui est incroyable, touchant. Franchement, c'est le 2e roman que je lis de sa plume et je suis vraiment pas déçue. Ça donne envie d'en découvrir d'autres. Je vais continuer du coup sûrement avec Beloved. On verra ce qu'il en est. Voilà pour les lectures du mois de janvier. On va maintenant passer aux films séries. Alors, j'ai regardé The Innocents sur Shadows. The Innocents, j'ai beaucoup aimé. C'était un film extrêmement inquiétant. Dans The Innocents, on suit l'arrivée de 2 jeunes filles dans un immeuble et tout. Et elles passent l'été et elles vont rencontrer d'autres enfants avec lesquels elles vont jouer et ils vont se découvrir des capacités spéciales. Mon résumé de ce film est très nul, mais c'est un film qui est assez terrifiant et c'est un film, pour vous le décrire, où ce sont les enfants qui sont terrifiants et donc un film que pour ma part je considère comme l'un des meilleurs moyens de contraception car les enfants, ils sont terrifiants. C'est bon pour vous ? Les enfants sont terrifiants dans ce film. J'ai passé un bon moment en somme et je vous le conseille, c'est assez inquiétant, assez malaisant. Par contre, il y a une scène qui est horrible avec un chat, donc sachez-le, moi j'ai trouvé ça atroce, hein. J'étais pas prévenue et quand c'est arrivé, j'ai trouvé ça horrible. Bref. J'ai vu ensuite Nosferatu, évidemment, au cinéma. Êtes-vous surpris ? Non. Donc j'ai été le voir. J'ai trouvé que visuellement c'était magnifique. J'ai trouvé que l'histoire était superbe. Les visuels étaient superbes. J'ai vraiment apprécié de ouf ce film. Je l'ai adoré. Le seul point négatif que j'ai adoré, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait une petite longueur au milieu du film. Voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu long. Mais sinon, j'ai passé un excellent moment. Je suis très très contente de l'avoir vu. Même si The Witch de Robert Eggers reste mon préféré, du coup, de Robert Eggers. Mais j'ai quand même passé un excellent moment dans Nosferatu. C'était très intéressant et je suis très contente de l'avoir vu au cinéma. J'ai ensuite re-regardé
Un film que j'aime beaucoup, que j'avais pas vu depuis des lustres, c'est Ginger Snaps. Ginger Snaps, c'est un film un peu teenage horror movie où t'as une jeune fille qui va se transformer en loup-garou et donc sa sœur va essayer de l'aider au travers de cette transformation. C'était génial, extraordinaire. Si vous n'avez pas encore vu Ginger Snaps, je vous conseille. J'ai passé un très très bon moment à le revisionner. J'ai regardé ensuite May, un film d'horreur que je n'avais jamais vu. May, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se sent très seule, très très seule. Et c'est un film un peu de female rage, de Unhinged Woman, un film avec un personnage féminin très étrange. C'est ça qu'on suit, jusqu'à la fin qui est vraiment what the fuck. J'avais jamais vu ce film, j'ai passé un bon moment devant ce film, j'ai passé un moment, je l'ai trouvé très intéressant et j'aime bien les films dans cette thématique, avec des personnages féminins assez étranges et tout, j'aime beaucoup. Un film d'horreur assez chouette donc, que je vous conseille là aussi. Et là vous allez vous dire, mais pourquoi Jodie tu t'es encore infligé ça? Bonne question, mais je l'ai quand même fait. J'ai regardé Winnie the Pooh, Blood and Honey 2. Oui, le 1 ne m'a pas suffi. J'ai regardé le 2. Winnie the Pooh, Blood and Honey, bon, vous avez compris au vu du titre, c'est la suite du 1 et c'est la suite du film où Winnie l'ourson est un serial killer. Mais il n'y a pas que Winnie l'ourson qui est un serial killer, je veux dire. On retrouve aussi Tigrou et puis le hibou et enfin d'autres personnages de Winnie l'ourson qui eux aussi sont des tueurs. Et puis on suit leur ami Jean-Christophe dans tout ça. Oui, bon, c'est absolument n'importe quoi. Mais franchement, alors, évidemment, c'est nul. Ce n'est pas bon. C'est absolument nul. C'est débile et ça me fait rire. Et donc, j'ai quand même bien rigolé. J'ai quand même bien rigolé au visionnage. J'ai regardé ensuite la saison 2 de Squid Game. J'ai bien aimé la saison 2 de Squid Game. J'ai passé un très bon moment. C'était assez chouette, donc c'est la suite évidemment de cette série. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder la saison 1 parce que la saison 1 c'est vraiment, je l'ai absolument adorée. Donc évidemment je me suis lancée vers la saison 2 que j'ai bien appréciée. Ça n'a pas été un coup de cœur mais j'ai bien apprécié. Par contre effectivement à la fin de la saison 2 j'étais un peu frustrée du fait que encore ils nous annoncent une saison 3. Je trouve ça un peu longué quoi. Je trouve ça un peu longué. Je sais pas si c'est bien nécessaire et j'ai l'impression qu'ils étirent le concept en longueur, c'est assez chiant. J'ai revu un film que j'avais pas vu depuis des lustres. J'ai regardé Leprechaun 4, Leprechaun in Space. Oui, vous avez bien compris. C'est un film d'horreur. Enfin, c'est même une saga de films d'horreur en réalité, parce que c'est un tueur iconique de films d'horreur. C'est un film où tu as un Leprechaun qui est dans l'espace, et c'est un slasher, donc ce Leprechaun va se mettre à tuer tout le monde sur son passage. C'était quelque chose. Ah, c'était quelque chose, c'était très drôle. Là on est clairement aussi dans le type de film d'horreur LOL. J'ai regardé pas mal de films d'horreur LOL, du coup, ce mois-ci, parce que j'avais envie de regarder des trucs assez fun. Le Leprechaun, je crois, je me demande même si je regardais pas ça en VHS à l'époque, c'est pour dire. J'ai vu ensuite Cuckoo. C'est un film que j'avais très envie de voir parce que j'avais hâte de revoir Hunter Schafer et j'avais trop hâte de revoir l'actrice dans un nouveau rôle. Cuckoo, c'est un film d'horreur à l'arrêt fiévreux. On suit Gretchen. Elle quitte l'Amérique pour vivre avec son père dans une station balnéaire des Alpes allemandes et elle va avoir des visions un peu étranges et découvrir quelque chose concernant sa famille. J'ai pas tellement aimé ce film. J'ai pas trop apprécié. Je suis grave déçue parce que je l'attendais de ouf. Et finalement, j'ai pas aimé. J'ai pas passé un bon moment. C'était pas terrible. Je suis un peu déçue. Mais bon, c'est pas grave. Mais je suis un peu déçue, quoi. J'ai rematé Joker sur Netflix. Donc ça, c'est un revisionnage. J'ai apprécié autant que la première fois avec Joaquin Phoenix et tout. Je l'ai trouvé assez cool. J'ai bien aimé revisionner ce film. Et il y a plein de choses dont je me rappelais pas. Donc j'étais assez contente. J'ai rematé Daria, les 2 premières saisons sur France TV Slash. Parce qu'ils ont mis les saisons de Daria sur France TV Slash. Là aussi, est-ce une surprise que je regarde les saisons à la sortie sur France TV Slash? Non, absolument pas. Ça n'est pas une surprise. Mais regardez, si vous voulez découvrir cette série, je vous la conseille. C'est une de mes séries préférées de tous les temps. C'est sur France TV Slash, c'est génial. Daria, avec du coup cette jeune fille sarcastique, assez nihiliste,
C'est génial. C'est génial. Daria, c'est génial. Regardez. Je me suis rematé également les Salad Fingers sur YouTube. J'ai d'ailleurs le t-shirt de Salad Fingers actuellement. Donc je me suis rematé les Salad Fingers sur YouTube. C'est très très bizarre. C'est très bizarre. Là, on est vraiment dans les trucs d'horreur bizarres que j'adore. Beaucoup de gens vont se dire mais what the fuck, pourquoi elle aime ça et douter de ma santé mentale. Mais j'adore les Salad Fingers. Je trouve ça génial. C'est très étrange. On suit ce personnage du coup, Salad Fingers, dans son petit univers, avec tout seul dans sa maison. Il a des amis et c'est juste des marionnettes et c'est malsain et c'est étrange et c'est creepy. Et il y a une ambiance sonore musicale qui est assez extraordinaire. J'adore Salad Fingers. Je trouve ça génial. C'est vraiment une ref des jolies années de YouTube où il y avait des trucs créés qui étaient assez extraordinaires. J'ai maté ensuite L'Exorciste, Dévotion sur Netflix. Là aussi, c'est un film que j'avais envie de regarder, bien évidemment, puisque c'est le nouvel opus de L'Exorciste. On va suivre du coup deux jeunes filles, deux jeunes enfants qui sont possédés. Après avoir disparu pendant des jours, elles sont possédées. Et c'est ça qu'on suit dans L'Exorciste, Dévotion. Et je suis pas convaincue à 100%, je suis vraiment pas convaincue à 100%, ça se regarde, c'est sympa de revoir la mère du coup du film original qui apparaît dans le film et tout. Bon, ça se regarde, c'est pas non plus insupportable à regarder, mais je suis pas convaincue à 100%, c'était pas extraordinaire, c'était pas une dinguerie. Ça manque un peu d'originalité, les scènes d'exorcisme sont longues, mais vous n'imaginez même pas, ça dure 3 plombes cette affaire dans le film. 3 plombes, je me disais à un moment donné, bon c'est bon, hein, il faut y aller là. Il faut y aller, à un moment donné c'est bon. Enfin, je n'en pouvais plus, c'était très très long. Bon, ça se regarde, mais c'est vraiment pas extraordinaire. J'ai maté ensuite The ABCs of Death sur Shadows. Et alors ça, j'ai vraiment pas aimé. Ça, c'était vraiment nul. J'ai même pas terminé le visionnage. C'est bon, j'ai même pas fini le visionnage. C'était horriblement nul. C'est des courts-métrages. Chaque lettre de l'alphabet correspond à un mot utilisé par un réel différent pour faire un court-métrage. Et c'est ça qu'on suit, des courts-métrages avec les lettres à chaque fois et tout, dans ce film. Et je n'ai pas du tout apprécié ce film. J'ai trouvé que les courts-métrages étaient pas particulièrement mauvais. Du coup, j'ai arrêté à la moitié du visionnage parce que je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, je trouvais ça hyper ennuyeux. J'étais pas dedans, j'ai pas apprécié, j'ai pas aimé. J'ai regardé ensuite Deadware, là aussi sur Shadows. Alors, une réussite un petit peu mieux. Pas un coup de cœur, mais c'était les concepts, les idées développées dans ce film étaient assez sympas. Dans Deadware, on est avec 2 personnes qui jouent à un jeu d'horreur sur leur PC en coop et tout, à distance, à caméra interposée à distance, quoi. Et donc, ils jouent à un jeu d'horreur. Or, une histoire d'esprit va s'immiscer dans ce jeu d'horreur et dans leur vie. Et c'était assez intéressant en termes de concept. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai trouvé que les idées développées étaient assez intéressantes. Donc, je suis contente de l'avoir regardé quand même. J'ai rematé ensuite Hellraiser 2, Les Écorchés. Et trop contente d'avoir regardé ça. C'est génial, j'adore les Hellraiser. J'ai envie de tous les re-regarder. Donc là, c'est un peu mon objectif, je vais tout re-regarder. Concernant les Hellraiser. J'étais très contente de l'avoir regardé. Qui plus est, ce qui me surprend toujours avec les Hellraiser, c'est que c'est des films qui sont encore assez impressionnants en termes de visuel, en termes de lore horrifique et tout. C'est des films qui sont toujours aussi impressionnants. J'ai rematé Suspiria également parce qu'en fait je voulais le montrer à une pote à moi. Donc on a rematé Suspiria ensemble, le nouveau Suspiria, pas l'ancien, le tout nouveau. J'ai passé un excellent moment là aussi, hein, avec cette école de danse très chelou, avec ambiance sorcière très particulière. C'était extraordinaire, c'était génial. J'en parle pas trop longtemps parce que j'en ai souvent parlé sur la chaîne évidemment. Et ensuite j'ai rematé avec cette pote également Creep et Creep 2. Alors ça c'est ce sont 2 fun footage. Des fun footage où tu suis un psychopathe, hein, tout bêtement. C'est clairement cela. Des fun footage où tu suis un psychopathe. Et il y a un côté extrêmement malaisant dans ces films qui te met extrêmement mal. Et pour ça, j'aime beaucoup ces films. Je les trouve assez réussis. Il y a une série là qui est sortie il y a pas longtemps, Il y a une série là qui est sortie il y a pas longtemps, adaptée du coup de ces films. J'aimerais bien la regarder. Je ne sais pas comment je vais y parvenir, mais j'aimerais bien la regarder. C'était un bon revisionnage du coup pour ces 2 films. J'en ai terminé du coup pour les films et les séries. J'ai joué à des jeux également durant ce mois de janvier.
J'ai joué à Alice Madness Returns. Je n'avais jamais joué à ce jeu. Jamais. Tout le monde connaît, tout le monde adore l'univers. J'étais la seule personne qui n'avait pas encore joué à ce jeu. Il était vraiment temps que je le découvre et j'ai absolument adoré. Dans Alice Madness Return, on est évidemment dans un jeu à la Alice au Pays des Merveilles, mais qui traite de santé mentale. Enfin, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, Alice Madness Returns. Il y a un lore qui est hyper intéressant. J'ai passé vraiment un excellent moment dans ce jeu et je suis très contente de l'avoir enfin découvert, quoi. Pour les prochains jeux, je les ai fait sur Twitch avec vous, donc si vous avez envie de voir le replay, je l'ai mis sur la chaîne. J'ai joué au Dernier Don. Le Dernier Don, du coup, c'est un jeu extrêmement court. C'est un jeu très très court d'horreur où tu es dans un orphelinat pour enfants et tu vas comprendre ce qui s'est passé, des expérimentations un petit peu étranges sur les corps et tout. Assez terrifiant et que j'ai beaucoup apprécié, donc je vous conseille. Mais on dirait presque une ébauche pour un format plus long. Enfin, mais c'était très cool. J'ai joué à Téléforum également. Ça, j'ai adoré. J'ai absolument adoré. T'es avec deux personnages qui souhaitent faire une interview et qui souhaitent interviewer la mère de leur collègue qui a disparu et de façon très étrange après avoir regardé une cassette maudite. Et donc dans Téléforum, c'est ce qu'on suit. Et c'est de plus en plus flippant. C'est un jeu à choix multiples, c'est-à-dire que tes choix ont des conséquences sur la suite de l'histoire. Et donc tu peux y rejouer plusieurs fois, t'as pas la même issue et tout. Enfin, c'est hyper intéressant. Et c'est terrifiant. Là aussi, il y a un côté fun footage. Hein. Il y a vraiment un côté fun footage dans ce jeu que j'ai trouvé très intéressant. Et j'ai joué d'ailleurs ensuite, en parlant de fun footage, à Backrooms Fun Footage. Alors là, comme son nom l'indique, un mec est dans son appart. D'un coup, il voit que t'as une porte dans sa maison qui s'ouvre et qui donne sur un espace qu'il ne connaît pas. Il va rentrer et il va se retrouver dans les backrooms. Et j'ai beaucoup aimé ce jeu. C'était très cool. J'adore les jeux d'exploration backrooms. J'adore ça. Si vous en avez d'autres d'ailleurs, n'hésitez pas à m'en donner parce que vraiment j'adore ça. Et je me suis vraiment là régalée, c'était très cool. Là aussi, très très court. Hein. Un jeu très très court, mais très sympathique et très intéressant dans le concept, quoi. Donc je vous conseille. J'en ai terminé pour cette update de janvier. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des titres que je vous ai présentés ici. Ça m'intéresse. Pour les lectures actuelles, je suis en train de lire Sherlock Holmes, Les Serviteurs de l'Enfer, puisque figurez-vous, j'ai découvert il y a peu que ce livre que je vous présentais depuis des lustres, Sherlock Holmes dans l'univers de Hellraiser en anglais, avait en fait été traduit en français sous ce titre Sherlock Holmes, Les Serviteurs de l'Enfer. Et donc, je me le suis procuré en e-book et là, je suis en train de le lire. Pour l'instant, j'adore, je suis à fond dedans. J'ai bon espoir, je croise les doigts pour que ça soit une réussite de lecture. Et je suis en train de lire également le tome 1 de Kawabana, des histoires japonaises d'internet, donc des creepypastas japonaises. Et pour l'instant, j'adore ma lecture, je trouve ça très chouette, très haletant, très efficace. Donc ça, c'est pour les lectures actuelles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.